d'histoire décrivent les Mongols comme une catastrophe. Des villes détruites, des rivières de sang, des bibliothèques réduites en cendres, comme l'effondrement d'une civilisation. Les rues silencieuses de Nishapur, les villes vidées de Merv, la chute de Bagdad. Ce ne sont pas des mensonges, mais ce récit est incomplet, car cette histoire ne raconte que ce qui est visible. Les Mongols n'ont pas seulement détruit, ils ont construit quelque chose de nouveau à la place du monde qu'ils avaient rasé. Pour la première fois, ils ont relié des géographies autrefois déconnectées au sein d'un système unique. Une ligne s'étendant de la Chine à l'Asie centrale, du monde islamique à l'Europe, un monde où le commerce, l'information et les personnes pouvaient circuler au sein d'un même réseau. C'est pourquoi les Mongols n'étaient pas seulement une catastrophe, mais un tournant majeur. Au début du XIIIe siècle, la steppe d'Asie centrale était une périphérie par rapport au monde sédentaire. Dans les registres chinois, elle était souvent perçue comme l'extérieur. Mais cette périphérie n'était pas chaotique. Elle possédait un ordre différent. Dans ce monde, la politique n'était pas organisée autour des villes, mais autour du mouvement. Les nomades n'accumulaient là pas de terre, la terre était temporaire. Ils accumulaient de la distance. La puissance d'une communauté se mesurait à la distance qu'elle pouvait parcourir, à la vitesse à laquelle elle pouvait se déplacer. Ce n'était pas un État, mais un système de mouvement. Et une figure issue de ce monde a transformé ce mouvement en système. Genghis Khan, Gengis Khan, avant d'être un conquérant, était un organisateur. Ce qu'il a fait en 1206 n'était pas d'unir les tribus, mais de les soumettre au même rythme de mouvement. La loyauté ne dépendait plus du sang, mais du système. Des communautés dispersées se sont transformées en un réseau opérationnel unique. Le système mongol ne se résumait pas seulement au mouvement. Il possédait également une logique politique fondée sur la violence. Lorsque les armées de Gengis Khan avançaient, deux options s'offraient à l'adversaire, se rendre ou combattre. Et ce choix, la plupart du temps, ne changeait pas le résultat, car la résistance n'était pas seulement une situation militaire, elle était transformée en un exemple, un avertissement. La chute de Nishapur, de Merv et de Bagdad en 1258. Ces événements n'étaient même pas seulement de la destruction, c'était un message. Le coût de la résistance est plus élevé que celui de la reddition. Les Mongols ont créé la peur, et cette peur a brisé la résistance. C'est pourquoi leurs conquêtes furent rapides. Mais ce tableau n'était pas le même partout. Par exemple, en Chine, particulièrement sous la dynastie Yuan, les Mongols ont préféré le contrôle à la destruction directe. La bureaucratie existante fut largement préservée, le système fiscal régularisé et la structure administrative continua de fonctionner. En d'autres termes, la stratégie mongole n'était pas unidimensionnelle. Face à la résistance, la violence, face à l'obéissance, l'intégration. C'est pourquoi cette violence n'était pas aléatoire. Elle n'était pas utilisée pour produire du chaos, mais pour établir l'ordre. Elle a assuré le choc à court terme et le contrôle à long terme. Une fois la conquête achevée, autre chose a commencé. L'ordre. L'Empire mongol a, pour la première fois de l'histoire, réuni des bassins de civilisation déconnectés au sein d'un réseau opérationnel unique. L'épine dorsale de ce réseau était le système YAM. Des relais postaux établis à intervalles réguliers, des chevaux frais attendant dans chaque station, des messagers avançant sans repos. Un message pouvait parcourir des milliers de kilomètres en quelques jours. Cette structure ne transportait pas seulement des nouvelles, elle mettait en circulation les ordres, les registres fiscaux et les informations militaires. Ce système n'était donc pas un simple réseau routier, mais le système nerveux de l'État. Le centre pouvait surveiller la région la plus éloignée
et intervenir si nécessaire. La distance n'était plus un obstacle, mais une variable gérable. Des voyageurs comme Marco Polo ont pu se déplacer entre les continents au sein de ce réseau sécurisé. Cette mobilité n'était pas le résultat d'un courage individuel, mais celui d'un ordre établi. La route de la soie n'était plus une ligne commerciale interrompue. Elle ne se fragmentait plus entre différentes frontières politiques. Elle fonctionnait sous un système unique de sécurité et de contrôle. Marchands, artisans, ambassadeurs et savants circulaient sur les mêmes routes. C'est pourquoi cette période est appelée la paix mongole, Pax Mongolica. C'était une époque où les routes étaient sécurisées, les distances maîtrisées et le premier système de connexion à grande échelle au monde établi. C'était l'ère de l'infrastructure. Les Mongols n'ont pas coulé les terres conquises dans un moule unique. Ils ne les ont pas homogénéisées. Ce qu'ils ont fait était différent, relier des mondes différents. La conception de la gestion dans l'Empire mongol n'était pas uniforme, mais ses principes fondamentaux étaient très clairs. Préserver l'ordre local, mais le relier au système central. C'est pourquoi, en Chine, la structure bureaucratique existante a largement perduré. Le système des fonctionnaires, le système d'enregistrement et la tradition administrative furent maintenus. En Iran, Ilkhanat, la langue persane comme langue de correspondance et les pratiques administratives sédentaires furent préservées et exploitées. L'état des Ilkhanides est l'un des exemples les plus clairs de ce modèle. Les Mongols n'étaient là pas des gestionnaires directs dans la plupart des endroits, mais ils étaient l'autorité ultime partout. Les impôts furent régularisés, des recensements furent effectués, et la production ainsi que le commerce furent enregistrés. Grâce à cela, l'Empire ne s'est pas seulement étendu, il est devenu traçable. Et l'élément le plus critique, la distance a été maîtrisée. Les routes furent sécurisées, la communication accélérée et la rupture entre le centre et la périphérie fut réduite. Car dans le système mongol, le pouvoir ne naissait pas des villes, mais des connexions. C'est pourquoi cette structure n'était pas un empire au sens classique, mais un système de gestion en réseau. Pour comprendre ce système, une comparaison s'impose. L'Empire romain fut l'une des structures les plus puissantes et les plus organisées de l'histoire. Il a construit des routes, instauré un système juridique et sécurisé le commerce. Mais cet ordre avait une limite. Le monde méditerranéen. La puissance de Rome se concentrait autour de ce bassin intérieur. L'économie, la politique et la culture tournaient largement au sein du même bassin géographique. Rome a dirigé un monde, mais ce monde était un système régional regroupé autour d'un centre unique. Les Mongols, eux, ont fait autre chose. L'Empire mongol a relié pour la première fois des bassins de civilisation déconnectés au sein du même système. Le monde de production de la Chine, la zone de transition de l'Asie centrale, le réseau de commerce et de savoir du monde islamique, et les marchés de l'Europe. Ces régions qui fonctionnaient auparavant de manière indépendante se sont unies au sein d'un système unique de sécurité, de communication et de commerce. Ce n'était pas seulement une expansion territoriale, c'était un processus d'intégration où différents mondes pouvaient fonctionner simultanément. Rome a fondé un monde, mais ce monde était à l'intérieur. Les Mongols, eux, ont établi un lien entre les mondes. Et pour la première fois, l'humanité a commencé à se mouvoir au sein du même système avec différents centres de civilisation. L'Empire mongol n'a pas seulement fondé le réseau, il a défini les outils qui le font fonctionner. L'outil le plus concret de ce système était la païsa, un document d'identité et d'autorité fait de métal. Il portait l'autorité du souverain.
Le marchand ou l'ambassadeur porteur de ce document obtenait la priorité en tout point de l'Empire. Les portes s'ouvraient, les chevaux étaient changés, la route n'était pas entravée. La païsa n'était pas seulement une permission, c'était une garantie de mouvement. Ce système était complété par le réseau YAM, des stations établies à intervalles réguliers, des chevaux prêts dans chaque station, des agents, des registres et un contrôle. Lorsqu'un messager arrivait, il ne s'arrêtait pas, il changeait simplement de monture. Le message avançait, l'État avançait. Il y avait une sécurité militaire sur les routes. Le brigandage n'était pas seulement un crime, il était considéré comme une violation contre l'État, et sa peine était lourde. C'est pourquoi les marchands ont pu, pour la première fois, utiliser des routes s'étendant sur des milliers de kilomètres en faisant leurs calculs. Mais le système ne transportait pas seulement des êtres humains, l'information circulait aussi. Les techniques de production du papier, les connaissances sur la poudre à canon, les textes médicaux et les informations appartenant à des mondes différents sont entrés en circulation au sein du même réseau. Ce n'était pas une circulation aléatoire, c'était un flux protégé et rendu possible par l'État. C'est pourquoi le système mongol n'a pas seulement ouvert des routes, il a défini par qui, comment et avec quelles règles ces routes seraient utilisées. Chaque système a sa limite. Les Mongols ont fondé le plus vaste empire terrestre que l'histoire ait connu, mais cette dimension était en même temps sa plus grande faiblesse. Au début, il y avait un centre unique, une volonté unique et un rythme de mouvement unique. Mais avec le temps, ce rythme s'est rompu. À mesure que l'empire grandissait, la distance entre le centre et la périphérie n'était plus seulement physique, elle devenait politique. Les membres de la dynastie ont gagné du pouvoir dans différentes régions, chacun commençant à établir son propre centre. Des intérêts différents sont nés au sein de la même famille. Ce ne fut pas une destruction venue de l'extérieur, mais une dissolution commencée de l'intérieur. L'unité établie par Gengis Khan ne put être maintenue de la même manière après sa mort. L'empire se divisa en fragments. La Horde d'Or, le Khanat de Jagatai, les Ilkhanides et l'administration Yuan. Il n'y avait plus un empire unique, mais ce qui était remarquable, c'était ceci. Cette fragmentation n'a pas détruit le système. Les routes fonctionnaient toujours, le commerce continuait, les connexions n'étaient pas rompues. En d'autres termes, le monde mongol s'est effondré, mais l'ordre qu'il avait instauré a continué de vivre. L'empire mongol a disparu, mais l'ordre qu'il a instauré n'a pas disparu. Car les Mongols n'ont pas seulement gouverné des terres, ils ont instauré un mode de fonctionnement. Et ce fonctionnement a continué de vivre même après l'effondrement de l'Empire. Premièrement, la continuité la plus évidente se trouvait dans l'état des Ilkhanides. La même logique administrative, le régime fiscal, le système d'enregistrement et la relation centre-périphérie perdurèrent. Le nom a changé, mais le mécanisme est resté le même. Plus à l'est, cet héritage a acquis une nouvelle identité. Babur Shah était un souverain qui s'appropriait cette tradition. Et en Anatolie, l'Empire ottoman n'était pas un État mongol direct, mais il s'est façonné au sein du monde post-mongol. De la même manière, une transformation a eu lieu au nord. L'état de la Horde d'Or fut déterminant pendant longtemps sur les terres d'Europe de l'Est et de Russie. Au cours de ce processus, les principautés russes, et particulièrement la principauté de Moscou, ont appris des pratiques telles que la collecte des impôts, le recensement et l'établissement d'une autorité centrale au sein de ce système. Avec le temps, cette structure s'est renforcée et a fondé son propre État central. Ainsi, l'influence mongole n'était pas ici une continuité directe, mais un socle de transformation. Mais l'héritage n'a pas vécu seulement à travers les États. Quelque chose a changé en profondeur, la perception du monde. La Chine n'était plus déconnectée de l'Europe.
Le monde islamique n'était plus un centre à lui seul. Les différentes civilisations étaient devenues les fragments d'un même réseau. Cette idée d'un monde connecté était l'héritage le plus durable de l'ère mongole.